Il n'y a pas de cris, pas de porte claquée, pas de scène dramatique. Ce qui déchire lentement un empathique, ce ne sont pas les tempêtes extérieures, mais les fissures silencieuses qui apparaissent à l'intérieur. Ce sont des effondrements qui se produisent dans la solitude, loin du regard des autres, souvent imperceptibles, même pour ceux qui les vivent. Et pourtant, ce sont des moments décisifs, des points de bascule, des tournants intérieurs qui redéfinissent l'âme. Carl Jung, bien avant que le mot empathie devienne populaire, avait déjà identifié ces failles invisibles chez les personnes à la sensibilité accrue. Pour lui, ces moments n'étaient pas des faiblesses, mais des passages initiatiques. Si on ne les comprend pas, ils nous consument. Si on les traverse en conscience, ils nous transforment. Ce que vous allez découvrir dans cette série de chapitres, ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais des clés, des protocoles intérieurs. Et surtout, une nouvelle façon de comprendre ce qui vous arrive peut-être depuis des années, sans que vous ayez su lui donner un nom. Ils ne préviennent pas, ils ne frappent pas à la porte, ils s'infiltrent. Les 3 moments mortels dans la vie d'un empathique ne ressemblent pas à des crises évidentes. Il n'y a pas de symptômes spectaculaires, pas d'événements déclencheurs nets. Ce sont des moments existentiels qui s'installent sans bruit, comme une fatigue de l'âme, une perte de clarté intérieure, un vertige discret, mais profond. Et c'est justement ce qui les rend si dangereux. Carl Jung insistait sur le fait que les transitions les plus critiques ne s'expriment pas nécessairement par la douleur visible, mais par un lent effacement du contact avec soi-même. Et chez les empathiques, ce phénomène est amplifié. Parce qu'ils ont un seuil de tolérance très élevé, une capacité d'adaptation impressionnante et une tendance naturelle à prioriser les besoins des autres, au détriment de leurs propres signaux d'alerte. Ces 3 moments, que nous allons explorer en détail, ne sont pas simplement des passages difficiles. Ce sont des fractures silencieuses qui touchent le noyau de l'identité. Ils affectent 3 fondations essentielles: le sentiment de réciprocité, le sens du moi, la connexion existentielle à l'autre. Et lorsqu'un empathique passe à travers ces zones sans outils intérieurs, il peut littéralement se dissoudre psychiquement. Il perd ses repères, il se coupe de son énergie vitale, il devient étranger à lui-même. Mais il y a une autre voie. Jung ne croyait pas au fatalisme. Il voyait chaque effondrement comme une porte vers l'individuation, ce processus par lequel un être humain cesse de se définir à travers les autres, pour enfin naître à lui-même. Ce que vous traversez n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être le début. Mais encore faut-il savoir le reconnaître. Comprendre un empathique, ce n'est pas seulement observer ses comportements, c'est plonger dans la structure même de son être. Et pour cela, peu de penseurs ont été aussi lucides que Carl Gustav Jung. À la différence de Freud, qui voyait le psychisme essentiellement à travers les conflits inconscients liés à la sexualité et aux pulsions, Jung a osé regarder plus profondément. Il a introduit une cartographie de l'âme humaine où l'individuation, ce processus d'unification intérieure, devient la tâche essentielle de la vie adulte. Mais dans cette carte, certains profils sont plus exposés aux dérives intérieures. L'empathique en fait partie. La rupture avec Freud, une porte ouverte vers l'invisible. Lorsque Jung s'éloigne de Freud, ce n'est pas par ego ou par simple désaccord théorique, c'est parce qu'il perçoit que l'âme humaine ne se réduit pas à des forces biologiques. Elle est aussi traversée par des archétypes, des images primordiales, des mouvements d'un inconscient collectif. Et c'est là que naît une de ses idées les plus révolutionnaires, la perméabilité psychique. La perméabilité psychique, un don et un piège. Ce concept, rarement abordé dans les vulgarisations modernes, est pourtant fondamental pour comprendre la fragilité existentielle des empathiques. Jung avait remarqué que certaines personnes ont une membrane psychique plus fine. Elles captent plus, absorbent plus, ressentent plus. Ce ne sont pas des éponges, au sens naïf du terme. Ce sont des êtres dont les frontières intérieures sont semi-ouvertes par défaut. Cela leur permet de sentir les nuances invisibles, de lire les émotions non dites, de percevoir les conflits latents. Mais cette porosité vient avec un prix. Quand les frontières sont floues, où s'arrête l'autre et où commence le moi? Quand on ressent trop, comment discerner ce qui est vraiment à soi? Et surtout, comment se construire un noyau identitaire stable quand on est constamment traversé par les émotions du monde?
Jung voyait là une dynamique à double tranchant. L'empathique, dans sa lumière, peut devenir un guide, un soignant, un artiste de l'âme humaine. Mais dans son ombre, il peut devenir un être dissous, qui n'existe qu'à travers les attentes, les humeurs et les drames des autres. Ce chapitre jette les bases. Il vous invite à comprendre que si vous vous sentez fragile, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est souvent une architecture intérieure plus fine, plus sensible, plus complexe. Et c'est précisément cette complexité qu'il va falloir apprendre à apprivoiser pour ne plus en être la victime. Il y a un moment dans la vie d'un empathique qui ne ressemble à aucun autre. Un moment où quelque chose se brise. Pas dans le monde extérieur, mais dans la façon de percevoir les autres. C'est le choc de la non-réciprocité. Pendant des années, parfois des décennies, l'empathique donne, soutient, comprend, s'ajuste. Il croit sincèrement que cette qualité d'amour, de présence, de profondeur finira un jour par revenir. Pas forcément de la même façon, mais avec une chaleur équivalente, une reconnaissance, une réciprocité d'âme. Et puis, un jour, la réalité frappe, brutale, froide, irréfutable. Il comprend que ce qu'il offre ne revient pas, qu'il investit dans des liens qui ne le nourrissent pas, que sa capacité à sentir l'autre n'est pas ressentie en retour. Ce moment est souvent discret extérieurement. Il peut survenir dans une conversation banale, un anniversaire oublié, un silence prolongé, une réaction inattendue. Mais intérieurement, c'est un séisme. La chute d'une illusion fondatrice. Ce que l'empathique perd ici, ce n'est pas seulement un lien, c'est une projection. Jung appelait projection ce mécanisme inconscient par lequel nous attribuons aux autres des qualités que nous portons en nous, mais que nous ne reconnaissons pas encore. Dans le cas de l'empathique, cette projection est immense. Il suppose que les autres ressentent comme lui, qu'ils se préoccupent de la même manière, qu'ils ont la même délicatesse intérieure. Lorsque cette illusion tombe, c'est tout un monde qui s'effondre. Et avec lui, une question surgit. Pourquoi suis-je le seul à ressentir si profondément et à n'être jamais vu à cette profondeur? La blessure primitive refait surface. C'est ici que le piège se referme. Ce moment de lucidité peut, s'il n'est pas accompagné, réveiller une blessure plus ancienne encore, celle de l'enfant invisible, du jeune soi qui a appris très tôt que sa profondeur ne serait pas reçue. Et alors surgissent des pensées déformantes. Personne ne m'aimera jamais vraiment. Je suis trop, ou pas assez. Il doit y avoir quelque chose de fondamentalement faux en moi. Ce n'est pas la réalité objective qui parle ici, c'est la mémoire affective. C'est la vieille conclusion erronée que l'enfant intérieur avait dû tirer pour survivre. Et si on ne comprend pas cela, l'empathique peut entrer dans une spirale destructrice, qu'elle soit tournée vers l'extérieur, reproche, rupture, repli, ou vers l'intérieur, autoculpabilisation, honte, retraite émotionnelle. Ce premier moment mortel n'est donc pas une simple désillusion. C'est un passage initiatique, un test de réalité, certes douloureux, mais absolument nécessaire pour sortir de la dépendance inconsciente à la reconnaissance. Il marque le début de la fin, mais aussi le début d'une possibilité, celle de choisir consciemment ses liens. Quand l'empathique découvre que son don n'est pas partagé, il ne se contente pas d'être déçu, il s'effondre intérieurement. Ce n'est pas une tristesse passagère, c'est une véritable désorganisation psychique. Et Carl Jung nous aide à comprendre pourquoi. L'inflation, quand le moi se gonfle pour survivre. Dans un premier temps, l'empathique peut réagir à la non-réciprocité par un mécanisme de surcompensation. Il veut prouver sa valeur. Il donne encore plus. Il devient indispensable. Il essaie de faire changer l'autre inconsciemment pour restaurer l'équilibre affectif. C'est ce que Jung appelait un phénomène d'inflation. Le moi s'élargit artificiellement pour occuper un vide insupportable. L'empathique alors se surexpose, s'oublie, s'éparpille. Il devient presque divin dans sa capacité à tout sentir, tout porter, tout deviner. Mais il se vide à l'intérieur. C'est une tentative de rester aimé, mais c'est aussi une fuite de soi. Puis vient la déflation, le vide après l'orgueil. Et puis, quand l'effort n'est pas récompensé, ou pire, est rejeté, survient la chute. Le ballon se dégonfle, la lumière intérieure s'éteint. L'empathique bascule dans ce que Jung appelait la déflation psychique, un effondrement brutal du moi. Il ne se sent plus utile, plus aimé, plus digne. Il peut sombrer dans l'amertume,
le cynisme ou une profonde auto-accusation. Il se dit « c'est moi le problème. J'ai trop espéré. Je ne devrais plus jamais faire confiance. » Et ce glissement est d'autant plus dangereux qu'il peut paraître, de l'extérieur, totalement invisible. L'empathique continue souvent à sourire, à aider, à être présent. Mais à l'intérieur, il se retire. Ce que Jung observait en clinique. Dans ses observations cliniques, Jung avait remarqué que ce type de spirale touche souvent les individus à forte composante intuitive et sentimentale. Il notait des tableaux marqués par une perte d'énergie vitale, un désengagement progressif de la vie sociale, une pensée obsédante autour du rejet ou de l'inutilité, et parfois une dérive vers des symptômes psychosomatiques ou dépressifs profonds. Mais il soulignait aussi que cette descente n'était pas une fatalité. Elle peut devenir une descente alchimique, une plongée dans les ténèbres nécessaires à la transformation de soi, à condition d'avoir un protocole intérieur clair, un guide pour discerner, protéger et commencer à se choisir soi-même, là où le monde a échoué à le faire. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Quand l'empathique comprend qu'il ne peut plus continuer à tout donner sans retour, un choix s'impose. Mais ce choix ne peut pas être fait dans la colère ni dans le désespoir. Il doit naître d'un mouvement intérieur, celui de la discrimination consciente. Jung ne prônait pas le retrait du monde. Il ne conseillait pas de fermer son cœur. Au contraire, mais il insistait sur une idée cruciale, apprendre à voir, vraiment. Voir qui mérite votre présence, voir ce qui vous épuise au lieu de vous nourrir, voir les liens qui vous construisent et ceux qui vous effacent. La fin du mythe de la bonté inconditionnelle. Il ne s'agit pas ici de juger, mais de discernement. L'empathique a souvent été élevée ou conditionnée à croire qu'aimer signifie accepter tout, pardonner tout, s'oublier pour les autres. Mais cette posture, loin d'être noble, peut devenir autodestructrice. Carl Jung écrivait que « nul ne peut s'éveiller à sa totalité sans apprendre à poser des limites. » Et poser des limites, c'est aussi refuser d'investir son énergie dans des terres stériles. Métaphore du sol désertique. Imaginez que vous êtes un jardinier de l'âme. Vous portez en vous une eau rare, celle de l'écoute, de la tendresse, de la profondeur. Mais si vous l'arrosez sur du sable sec, sur des terrains fermés, elle disparaît. Elle s'évapore. Et bientôt, vous n'avez plus rien pour vous-même. La discrimination consciente, c'est choisir les sols fertiles, ceux qui reçoivent, ceux qui donnent en retour, ceux qui savent reconnaître la valeur de votre eau. Et cela demande un courage particulier, le courage de décevoir, le courage de ne plus insister, le courage de s'écouter vraiment. Comment pratiquer cette discrimination? Voici quelques questions que Jung aurait conseillé de se poser dans ce processus. Est-ce que cette relation me nourrit ou me vide? Est-ce que je peux être moi-même ici ou dois-je constamment me restreindre? Est-ce que mes besoins sont accueillis ou ignorés? Ces questions ne sont pas là pour condamner l'autre. Elles sont là pour vous remettre au centre, parce qu'à ce stade du chemin, votre survie psychique en dépend. Et à mesure que vous apprenez à reconnaître ce qui vous fait du bien, vous commencez enfin à vous offrir à vous-même ce que vous attendiez des autres. Ce n'est pas de la fermeture, c'est de la lucidité. Et c'est la première forme de guérison. Il y a une fatigue plus profonde que la fatigue physique, celle qui vient d'années à se modeler selon les attentes, les besoins, les émotions des autres. Celle qui use non pas les muscles, mais l'âme. Pour l'empathique, ce deuxième moment mortel ne ressemble pas à une explosion. Il ressemble à une disparition douce, un glissement lent, presque imperceptible, vers le vide intérieur, l'effacement progressif. Petit à petit, l'empathique se perd. Il ne sait plus ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qui l'inspire vraiment. Il peut continuer à fonctionner dans le monde, parfois même avec efficacité, mais quelque chose d'essentiel est éteint. C'est comme s'il vivait à travers un hologramme, un reflet socialement adapté, aimable, utile, rassurant, mais faux. Ce n'est pas un mensonge volontaire, c'est une surcharge de persona. Persona, ce masque nécessaire, devenu piège. Jung définissait la persona comme le masque social que nous portons pour fonctionner dans la société. Elle est utile, nécessaire même. Mais lorsqu'elle prend toute la place, le soi profond est exilé. Chez l'empathique, la persona est souvent multiple. Il devient le soutien silencieux,
le confident infaillible, le parent surdisponible, le collègue toujours arrangeant. Et derrière tous ces rôles, il n'y a plus de centre. La conscience s'éteint, dans le confort apparent. Ce moment est insidieux. Il ne fait pas de bruit. Il n'est pas marqué par des conflits. Au contraire, tout semble aller bien. Mais à l'intérieur, c'est le désert. Une sensation d'inutilité, d'inexistence, de déconnexion de soi. L'empathique ne sait plus dire non. Mais surtout, il ne sait plus dire oui avec authenticité. Il n'y a plus de préférence, plus d'élan spontané, plus de désir personnel. Et cette amnésie de soi est un danger majeur, car elle peut mener à des compensations désespérées, dépendances affectives ou comportementales, burn-out existentiel, dépression masquée. Et parfois même, le sentiment d'une vie volée. Ce que Jung voyait là-dedans, Jung considérait que ce type d'effondrement était souvent le signe d'une trop grande adaptation. Il disait « Ce à quoi tu t'adaptes totalement te domine ». Et c'est exactement ce qui arrive ici. L'empathique s'est tellement adapté qu'il a cessé d'exister en tant qu'être distinct. Il devient l'ombre de lui-même. Mais là encore, ce n'est pas une fin. C'est un appel à se désidentifier de tous ses rôles, un appel à descendre dans les profondeurs du soi, un appel à redevenir auteur de sa propre vie. Et ce processus commence dans le chapitre suivant, avec un outil fondamental du travail jungien. Quand l'empathique réalise qu'il s'est perdu dans ses rôles, un mouvement de révolte intérieure peut surgir. Et ce mouvement, Jung l'avait bien identifié, c'est le va-et-vient brutal entre inflation et retrait, entre la persona hypertrophiée et la coupure radicale. Le masque devient insupportable pendant longtemps, l'empathique porte ses masques avec souplesse. Il ne se rend même pas compte qu'ils sont là. Mais un jour, quelque chose craque. Le masque devient trop lourd, trop éloigné de ce qu'il ressent au fond. Et alors surgit une envie de tout abandonner, quitter son travail, couper des liens, disparaître. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une tentative désespérée de retrouver un espace de vérité. Mais cette réaction est souvent extrême. Elle passe d'un trop plein de compromis à une rigidité défensive. L'alternance entre soumission et rejet Jung parlait ici d'un phénomène d'oscillation. L'individu, ne sachant plus qui il est, alterne entre deux pôles. Il se suradapte, puis rejette tout. Il se montre ouvert, puis se ferme brutalement. Il veut plaire, puis devient froid ou distant. Ce mouvement est douloureux à vivre et difficile à expliquer aux autres, car vu de l'extérieur, cela ressemble à de l'instabilité. Mais à l'intérieur, c'est une tentative confuse de reconquérir un soi perdu. La persona comme exil du vrai soi. Chez l'empathique, ce piège est aggravé par une capacité exceptionnelle à comprendre ce que les autres veulent. Il devine les attentes, il anticipe les besoins, il adapte son langage, son énergie, son comportement. Mais cette finesse devient une prison. À force de répondre à tout, il ne se répond plus à lui-même. Et plus il s'en rend compte, plus il ressent de l'agacement, de la honte, voire une forme de colère contre lui-même. Pourquoi je dis toujours oui? Pourquoi j'ai peur de décevoir? Qui suis-je quand je ne joue aucun rôle? Le paradoxe de la maturité empathique Jung voyait ces crises identitaires non comme des échecs, mais comme des seuils. Il disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais pour cela, il faut traverser la douleur de ne plus savoir qui l'on est, accepter de ne plus plaire, apprendre à poser des frontières, même si elles déstabilisent l'image aimable qu'on avait construite. Ce passage est rude, il crée du conflit, il fait peur, mais c'est le prix de la libération intérieure. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment Jung proposait d'explorer ce vide, non pas pour le fuir, mais pour en faire un terrain de renaissance. Quand l'empathique atteint ce stade de dissolution, où il ne sait plus qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il désire vraiment, aucune méthode rationnelle ne suffit. Ce n'est pas une question à résoudre par la pensée logique, c'est un appel de l'âme. Et c'est là que Carl Jung propose un outil aussi profond que méconnu, l'imagination active, une rencontre radicale avec la psyché. L'imagination active n'est pas de la rêverie, ce n'est pas de la pensée positive. C'est une pratique intérieure sérieuse, un dialogue conscient avec les images, les voix, les symboles qui habitent notre inconscient. Jung l'a développé dans ses moments de plus grande crise, notamment après sa rupture avec Freud, lorsqu'il lui fallait redéfinir sa vie à partir de rien.
Il entrait alors en contact avec des figures intérieures, l'enfant, le vieux sage, l'anima, l'ombre, et les laissait parler, interagir, répondre. Pourquoi faire cela? Parce que lorsque le moi est épuisé, seul l'inconscient sait encore où se trouve la vérité intérieure. Comment cela fonctionne? L'exercice est simple, mais exigeant. S'asseoir dans le silence, sans distraction. Fermer les yeux et laisser une image apparaître. Cela peut être un paysage, une personne, une scène symbolique. Plutôt que de contrôler l'image, on la laisse évoluer. On dialogue avec elle. On pose des questions. On écoute les réponses. Enfin, on note tout, sans filtre, dans un journal ou un carnet réservé à cet usage. Ce processus peut sembler étrange, mais il permet de retrouver des préférences oubliées, des élans abandonnés, des parties du soi reléguées dans l'ombre. Et surtout, il redonne une autonomie intérieure. L'empathique cesse de chercher à l'extérieur ce qu'il peut enfin commencer à entendre à l'intérieur. Le courage de décevoir. Mais il y a un autre aspect crucial à ce protocole. En retrouvant ses désirs profonds, ses véritables préférences, l'empathique va inévitablement heurter l'image qu'il avait donnée de lui-même. Il va devoir dire non, refuser des rôles, s'affirmer là où il se taisait. C'est ce que Jung appelait le courage de décevoir. Pas par égoïsme, mais parce que toute vraie individuation implique un renoncement aux attentes des autres. Il faut oser perdre l'approbation pour retrouver la vérité. Et il faut accepter que certains liens tombent pour que d'autres, plus justes, puissent naître. Une pratique, pas une solution miracle. Ce protocole ne donne pas de réponse immédiate. Il ne résout pas la crise en quelques jours. Mais il ouvre une voie personnelle, intime, sacrée. Une voie où l'on cesse de se définir par l'extérieur pour commencer à habiter son centre. Et pour l'empathique, c'est une révolution intérieure, car il découvre enfin qu'il peut s'écouter, sans culpabilité, et qu'au cœur de ce silence, quelqu'un l'attendait depuis longtemps, lui-même. Il y a un moment dans la vie d'un empathique que rien ne prépare vraiment. Un moment que ni l'intelligence émotionnelle, ni la thérapie, ni l'amour humain ne suffisent à adoucir. Un moment où il regarde autour de lui et réalise « Personne ne peut vraiment me rejoindre là où je suis. » Ce n'est pas une solitude sociale. Ce n'est pas l'absence de relations. C'est une solitude existentielle. Une prise de conscience vertigineuse. Même entouré, même aimé, personne ne pourra jamais habiter entièrement mon monde intérieur. L'illusion de la fusion tombe. L'empathique porte en lui une aspiration profonde à la fusion d'âme, à la rencontre absolue, à l'instant de grâce où l'on se sent totalement vu, compris, rejoint. Et parfois cela arrive, brièvement. Mais ces instants sont rares, fragiles. Et tôt ou tard, l'écart réapparaît. L'autre ne comprend pas aussi profondément, ne sent pas avec autant d'intensité, ne reste pas dans la même profondeur. Et alors surgit un abîme silencieux, un doute existentiel. Suis-je condamné à être seul? Est-ce que quelqu'un me rejoindra jamais vraiment? À quoi bon continuer à chercher? Le risque, le retrait psychique. Ce moment, s'il n'est pas reconnu et traversé avec conscience, peut provoquer une coupure intérieure radicale. L'empathique, blessé dans son espoir de lien total, se retire. Il se replie. Il se ferme, doucement mais sûrement. Et parfois, ce retrait est définitif. Il devient poli, fonctionnel, gentil, mais inaccessible. Le cœur est scellé. La vie intérieure devient un sanctuaire interdit. Jung observait ce phénomène chez certaines personnes qu'il qualifiait de vieux trop jeunes. Des êtres dont l'âme s'était repliée prématurément, faute de trouver un miroir à sa mesure. La tentation mystique ou nihiliste. Ce moment peut aussi provoquer un basculement spirituel. Certains cherchent refuge dans une quête mystique, non pas comme élévation, mais comme échappatoire. D'autres sombrent dans le cynisme ou le nihilisme, concluant que rien ne vaut d'être vécu si l'autre ne peut le partager vraiment. Mais dans les deux cas, la vie réelle devient secondaire. L'ici et maintenant perd de sa substance. Le corps devient un véhicule vide. L'amour, une nostalgie douloureuse. Et c'est là que le danger atteint son apogée. Non pas la mort physique, mais la mort psychique, ce point où l'on vit sans être vivant. Pourtant,
Il existe un chemin à travers cette solitude. Jung ne niait pas cette solitude. Il la considérait même comme fondamentale. Mais il affirmait qu'elle n'était pas un mal. Elle était une vérité que peu osent regarder en face. Et quiconque apprend à l'habiter en ressort libéré, non pas détaché, mais relié autrement. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Comment transformer cette solitude en maturité psychique et non en résignation. Il y a une frontière invisible, une ligne ténue entre la solitude féconde et l'abandon intérieur. Et quand l'empathique franchit cette ligne sans conscience, il entre dans le territoire le plus périlleux de son parcours psychique. Ce n'est plus du silence, c'est du vide. Au début, la solitude semblait noble, calme, choisie, un refuge pour se protéger du vacarme du monde, des attentes, des blessures relationnelles. Mais lentement, imperceptiblement, ce qui était un sanctuaire devient un exil. Il n'y a plus de joie dans l'isolement. Il n'y a plus d'élan, plus de lien, plus d'attente du monde. Juste une distance croissante avec la vie. Jung appelait cela la désafférentation de l'âme, un état où les connexions vitales se rompent, non pas parce que les autres nous rejettent, mais parce que nous n'attendons plus rien d'eux. Le danger, s'auto-suffire à mort. L'empathique, fatigué d'être blessé, finit par se suffire à lui-même. Il n'a plus besoin de personne. Il n'attend plus rien. Il ne demande plus. Mais derrière cette posture forte, il y a un renoncement, une manière de dire « Puisque personne ne peut me comprendre, je vais tout verrouiller. Je survivrai seul, même si je meurs à petit feu. » Et c'est là que la mort psychique peut se glisser. Plus de projets, plus de désirs, plus de réciprocité. Juste une répétition de gestes, une mécanique de survie. La vie intérieure devient une pièce sans fenêtre. Rien n'entre, rien ne sort. Et même les pensées les plus lumineuses semblent sans goût, sans chaleur, sans mouvement. L'erreur, croire que cette solitude est une malédiction Jung, nous met en garde ici. Ce moment n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que quelque chose en nous est cassé. C'est un rite de passage, un moment initiatique, mais qui ne peut être traversé qu'en reconnaissant deux choses, que personne ne peut remplir notre vide existentiel à notre place, mais que nous ne sommes pas censés vivre enfermés pour autant. C'est un paradoxe. Et c'est ce paradoxe que l'empathique doit apprendre à habiter. Ce qui tue, c'est le refus de cette vérité. Le danger ultime n'est pas la solitude. C'est le refus de l'accepter comme fondement de toute conscience humaine. Tant que l'empathique cherche à l'éviter, à la fuir ou à la combler à tout prix, il reste piégé dans l'alternance entre espoir déçu et repli. Mais lorsqu'il cesse de lutter contre elle et qu'il apprend à y habiter avec paix, quelque chose se transforme. Il ne devient pas froid, il devient profond, non plus dépendant de la fusion avec l'autre, mais capable d'un lien plus mature, plus libre, plus vrai. Et c'est exactement cela que nous explorerons dans le prochain chapitre. Le protocole intérieur qui permet d'aimer sans se perdre, de se relier sans se trahir. Voici le moment le plus délicat et peut-être le plus libérateur du chemin intérieur de l'empathique. Accepter qu'on est fondamentalement seul et pourtant capable d'aimer. Ce n'est pas un jeu d'esprit, ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est un tournant existentiel que Jung identifiait comme le passage à la maturité psychologique réelle. La vérité inconfortable, on ne sera jamais totalement rejoint. Il faut oser le regarder en face. Personne, pas même l'âme sœur, l'ami le plus intime ou le thérapeute le plus éclairé, ne pourra jamais habiter entièrement notre monde intérieur. Et pourtant, cela ne signifie pas que l'amour est vain ou que les liens sont superficiels. Cela signifie simplement ceci. Nous devons apprendre à être notre propre témoin. Avant d'attendre que quelqu'un nous voie totalement, nous devons nous voir nous-mêmes, sans travestir, sans exiger que l'autre valide ce que nous refusons encore d'assumer. L'auto-compagnonnage, pratique de guérison invisible. C'est ici qu'entre en scène une pratique puissante, simple en apparence, mais radicale dans ses effets. L'auto-compagnonnage. Cela signifie être présent à soi dans les vagues émotionnelles, sans fuite ni jugement. Se parler intérieurement avec douceur, comme on parlerait à un enfant qu'on aime profondément. Se poser la question « Qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant ?» Et ne pas fuir la réponse. Ce n'est pas de l'introspection passive.
c'est une forme d'amour actif, dirigé vers l'intérieur. Avec le temps, cette pratique restaure ce que la vie a fracturé, la confiance que même seul je suis là pour moi. Et c'est là que se produit un phénomène subtil. L'empathique, qui jusqu'ici cherchait l'autre comme une bouée, devient capable de le rencontrer comme un égal, sans attente excessive, sans besoin de fusion. Habiter le paradoxe, être deux. Sans cesser d'être un Jung, parlait souvent du mystère du deux. Comment deux êtres peuvent se toucher profondément sans se confondre. C'est cela la relation consciente, et elle n'est possible que lorsque chacun accepte son propre mystère intérieur. Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de liberté, celle qui permet de dire « Je te choisis, mais je ne me perds pas. Je t'écoute, mais je ne m'efface pas. Je t'aime, mais je continue à m'aimer. » Une empathie incarnée et non sacrifiée. À ce stade, l'empathique n'est plus cette éponge poreuse, ni ce masque aimable. Il devient un être complet, capable de lien, mais aussi de solitude, capable de donner, mais aussi de se préserver. Il ne cherche plus à fusionner pour exister, il sait qu'il existe, et c'est depuis cette certitude intérieure qu'il peut enfin aimer vraiment. Ce n'est pas la fin du chemin, mais c'est le début d'une forme d'amour qui ne détruit plus. Dans le prochain et avant-dernier chapitre, nous verrons ce qui naît de cette traversée complète. Une empathie nouvelle, ancrée, sélective, durable. Quelque chose a changé. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond et irréversible. Après avoir traversé les 3 moments mortels, la non-réciprocité, la perte du soi et la solitude fondamentale, l'empathique ne revient pas à ce qu'il était. Il renaît autrement, plus lucide, plus calme, plus sélectif. C'est la naissance de ce que Jung aurait appelé une empathie tempérée, une qualité d'écoute et de sensibilité qui ne sacrifie plus le soi, mais qui en émane. Une empathie qui choisit. L'empathique ne se jette plus dans tous les liens. Il ne cherche plus désespérément à aider, à plaire, à réparer. Il devient capable de discernement émotionnel. Il sent quand l'autre est fermé et n'insiste plus. Il repère les relations unilatérales et s'en retire avec dignité. Il honore ses limites, même si cela déçoit. Cette empathie n'est pas moins profonde. Elle est plus enracinée. Elle n'est non plus d'un besoin d'être reconnue, mais d'un choix d'être présent. Et cela change tout. L'archétype du guérisseur blessé Jung parlait souvent de l'image du guérisseur blessé, cette figure mythique qui, parce qu'il a connu la douleur, peut accompagner les autres sans arrogance ni illusion. L'empathique, arrivé à ce stade, incarne cette figure. Il ne cherche plus à sauver. Il ne confond plus sa propre valeur avec le résultat de ses efforts. Il peut dire « Je suis avec toi, mais je ne me perds plus en toi ». Et cela crée un espace de transformation chez l'autre, un lien plus vrai, plus sobre, plus puissant, une nouvelle posture dans le monde. L'empathique tempéré ne fuit plus les interactions, mais il ne s'y dissout plus. Il devient un pôle de stabilité intérieure dans un monde souvent fragmenté. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que ses dons relationnels deviennent les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il est là, présent, ancré, vrai. Et cela se ressent dans sa voix, dans ses silences, dans la qualité de son regard. Il ne parle plus de transformation. Il en est le témoin vivant. Ce que vous avez traversé n'était pas une chute, ni une faiblesse, ni une défaillance de votre nature. C'était une initiation, une lente, douloureuse, silencieuse, mais profonde initiation. Un dépouillement des illusions, un arrachement des projections, un effondrement nécessaire pour que le vrai soi puisse émerger. 3 morts symboliques. Oui, vous avez vécu 3 morts intérieures. Celle de l'idéal de réciprocité qui vous a obligé à voir le monde tel qu'il est et non tel que vous vouliez qu'il soit. Celle de votre persona qui vous a forcé à reconnaître le vide derrière les rôles. Et celle de l'espoir d'être pleinement rejoint qui vous a confronté à l'ultime vérité de l'existence. On est toujours, quelque part, seul avec soi-même. Mais ces morts n'étaient pas des fins. Elles étaient des passages, des rites jungiens, des seuils d'évolution,
des contractions spirituelles nécessaires à la naissance d'une nouvelle forme d'être au monde. Vous n'êtes pas en train de mourir psychiquement. Vous êtes en train de vous extraire d'un modèle de vie qui vous épuisait. Vous êtes en train de sortir du conditionnement de l'enfant qui croit qu'il doit tout donner pour exister. Vous êtes en train de redevenir entier. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une révolution. Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Vous avez plongé. Et maintenant, vous portez une lumière différente. Pas une lumière de surface, une lumière née du feu, du vide, du vrai. 3 clés pour continuer le chemin. Honorez vos limites comme des portails sacrés. Ce ne sont pas des murs, ce sont des seuils vers l'authenticité. Ne craignez plus votre solitude. Elle est l'espace où votre âme se rappelle à elle-même. Choisissez vos liens avec conscience. L'amour véritable ne demande pas de vous trahir. Vous êtes un être empathique, mais plus une éponge. Vous êtes devenu un récipient solide, capable de contenir l'humain, sans se dissoudre en lui. Et cela fait de vous non pas une personne brisée, mais un initié, quelqu'un qui a traversé l'essentiel et qui désormais peut marcher dans le monde avec la paix de ceux qui savent.